Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui s'est produit le 22 septembre 2023 et qui concerne la Chine et qui concerne plus exactement le discours de la Chine à l'ONU. À l'occasion de ce discours qui a été émis, qui a été énoncé par l'intermédiaire de son représentant. Ce représentant, c'est le vice-président Han Zheng. Dans ce discours-là, la Chine a voulu montrer au monde quelle est sa position, quelle est sa stratégie géopolitique générale. Donc dans ce discours, la Chine populaire a déclaré aux dirigeants du monde réuni, donc à l'Assemblée générale de l'ONU, donc fin septembre 2023, la Chine a déclaré, donc par l'intermédiaire donc, de ce représentant, Han Zheng, on reviendra sur ce point-là, elle déclarait qu'elle se considérait, la Chine, comme faisant partie du Sud global. Et c'est une notion dont on a déjà parlé, sur laquelle on va revenir ici. Donc la Chine a affirmé donc qu'elle faisait partie du Sud global, qu'elle s'identifiait aux objectifs et aux défis des pays les moins développés et que, bien entendu, elle leur offrait une alternative à l'hégémonie occidentale. Donc pour citer ce représentant, en tant que plus grand pays en développement, la Chine est un membre naturel du Sud, elle respire le même souffle que les autres pays en développement et partage le même avenir avec eux. Donc ça, c'est ce qu'a dit Han Zheng, et il a aussi dit que la Chine, contrairement aux puissances occidentales, soutient la voie de développement de ces nations, donc là je cite, conformément à leurs conditions nationales. Alors ça veut dire quoi ? Conformément à leurs conditions nationales, c'est un point sur lequel on va revenir. Ce discours est important dans la mesure, on va dire par son inimportance même. C'est-à-dire, ce discours est important par le fait même qu'ils ne disent pas grand-chose, par le fait même qu'il soit porté par une voix qui n'est pas la plus essentielle au sein du monde politique chinois. Ce discours est important par la rupture qu'il montre par rapport au discours de Xi Jinping à Davos en 2016. Alors peut-être on se rappelle, peut-être on ne se rappelle pas. En 2016, à Davos, Xi Jinping était la star du moment. Les commentateurs étaient extatiques. La nouvelle Chine est arrivée. La Chine est là. La Chine va prendre le rôle de leader du nouveau monde, à l'époque où Trump et le protectionnisme américain étaient de retour. La présence de Xi Jinping à Davos avait électrisé les foules. Xi Jinping, il avait défendu avec courage le libre-échange, en soulignant que la Chine était prête finalement à jouer le rôle des États-Unis qui se repliaient. Et donc le président du World Economic Forum avait dit: dans un monde marqué par une grande incertitude et une grande volatilité, le monde se tourne vers la Chine. Magnifique. Alors à ce moment-là, tout le monde était plein d'espoir et très ému par cette Chine portée par un président ouvert. Alors évidemment, là, il y a des effets d'annonce extraordinaires et c'est toujours intéressant de voir comme les réactions à un événement sont en fait liées non pas au contenu de cet événement, mais aux attentes liées à celui-ci. C'est-à-dire qu'on avait besoin de ce discours-là, la Chine a su la donner, et donc on a cru que la Chine allait l'apporter, alors même que le fait qu'en 2016, Xi Jinping avait aussi modifié la Constitution pour être président à vie, montrait que la Chine n'était pas vraiment dans la voie du libéralisme, mais on a préféré ne plus le voir. Et 7 ans après, on a un tout autre discours. 6 ans après, ce n'est plus le monde qui se tourne vers la Chine, mais la Chine qui se détourne du monde. 7 ans après Davos, ce n'est plus du tout le même dispositif. Ce n'est plus la Chine qui dit qu'on va prendre la place des États-Unis et mener l'ouverture du monde vers plus d'inclusion, de convergence. C'est la Chine qui fait sécession
en disant « Nous, on ne fait pas partie du monde, nous, on ne fait pas partie de votre monde, le monde de l'ONU, le monde de l'Assemblée générale, le monde des puissances occidentales. Nous, on est un pays qui veut incarner le Sud global. » Alors évidemment, ici, il y a un petit problème, c'est que si on dit ça, on dira « Oui, mais c'est pas parce que la Chine se détourne de l'Occident qu'elle se détourne du monde. Vous dites que la Chine se détourne du monde alors qu'en fait elle se détourne de l'Occident. Est-ce que par là vous voulez dire que l'Occident c'est le monde? L'Occident c'est pas le monde. C'est ethnocentrique de dire que que vouloir rallier le Sud global, c'est se détourner du monde. C'est pas du tout pareil. Oui, très bien. Sauf que en réalité, c'est quoi le Sud global dont se réclame la Chine? Ce Sud global dont se réclame la Chine, il n'est pas en fait en lui-même global au sens où il n'y a pas une globalité du Sud global. C'est-à-dire que le Sud global est lui-même non global, le Sud global est lui-même éclaté en polarités différentes. Plus encore, ce Sud global dont la Chine se réclame, c'est un Sud global qui est défini dans des termes chinois, donc dans les termes d'un seul de ces pays-là, et ces termes de la Chine, ils sont vus comme étant, évidemment, on va dire positifs à l'ensemble des pays, puisque la Chine dit que ce qui réunit l'ensemble des pays qui ne sont pas les pays occidentaux, qui veulent un monde mondialisé, ce qui les définit, ce qui permet de réunir un socle global, c'est des pays, c'est que la Chine offre un modèle qui permet, donc, on revient sur la citation de tout à l'heure, où le développement de ces pays se fait conformément à leurs conditions nationales. Et donc, qu'est-ce que propose la Chine? C'est un ordre mondial sans monde, c'est un ordre mondial qui est finalement un retour à un État pré-institution internationale, pré-internationale, une sorte de retour à le protectionnisme et au souverainisme radical et donc potentiellement évidemment guerrier de chaque nation. Donc sous couvert de l'alternative à l'Occident, en réalité ce qui est promu, c'est un développement qui n'a pas d'autre but que lui-même. Et donc encore une fois, on va dire ah oui, si la Chine s'oppose à l'Occident, étant donné que l'Occident c'est l'ensemble de tout ce qui est mal, ça veut dire que la Chine veut forcément le bien. Bon, c'est un raisonnement qui est assez simpliste, on peut dire. Et si le problème, c'est que cette idée, donc la manière dont la Chine définit ce Sud global, c'est un Sud global qui est défini par les préférences de souveraineté de chaque pays, au sens où il n'y a plus de règles transcendantes globales, il n'y a plus de droit universel humain, il n'y a plus de règles transnationales. Or, évidemment, on a besoin de ces règles, on a besoin de ces accords afin de gérer des événements, des phénomènes qui, qu'on le veuille ou non, aussi peu mondialistes qu'on le soit ou non, sont eux-mêmes mondiaux. C'est-à-dire que le mondialisme est quelque chose qui nous est imposé par la nature mondiale des événements qui nous arrivent, le changement climatique, la perte de biodiversité, la présence des mafias internationales dans tous les pays. Les phénomènes qui arrivent, qui se produisent, sont des phénomènes mondialisés. Le refus du mondial et le retour que prône la Chine sous couvert d'anti-occidentalité sur les conditions nationales de chaque pays, c'est en fait un développement qui a purement pour but le développement lui-même. Et ça, c'est évidemment un problème si la Chine se redétourne du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que la Chine, c'est 32%, presque un tiers des émissions mondiales de CO2. Donc évidemment, la Chine, en disant il n'y a plus d'accord mondial, ces accords mondiaux ne servent à rien, chacun se développe comme il veut, évidemment, ça arrange la Chine qui, avec 32% des émissions, a 3 fois plus d'émissions en CO2 que l'Europe. Et c'est pas simplement dû au fait que la Chine exporte ses pays vers l'Europe. En plus, tout le problème de ce discours du Sud global, c'est qu'évidemment, chaque grande région aussi prétend au Sud global. L'Inde de Narendra Modi, elle aussi, en janvier 2020, l'Inde a créé un sommet qui s'appelle la Voie du Sud mondial. C'est-à-dire que l'Inde de Narendra Modi aussi veut être la représentante du Sud global. Donc ce Sud global, en fait,
il a plein de voies différentes, il n'est pas global. Donc quand un pays veut en fait prendre, on va dire, la position dirigeante de ce Sud global, en réalité, on peut se demander même si c'est vraiment contre l'Occident. Quand la Chine dit qu'elle veut incarner le Sud global contre l'Occident, on peut se demander si c'est vraiment contre l'Occident ou pas plutôt contre l'Inde. En plus, il faut se rappeler que la Chine, c'est 32% du CO2 mondial et c'est 19% du PIB mondial. C'est pas vraiment des chiffres du Sud global. Et en réalité, pourquoi est-ce que la Chine se veut comme leader du Sud global ? Parce que ça lui permet d'éviter qu'on la considère comme un pays développé et que donc elles doivent respecter les critères qui sont ceux des pays développés, notamment en matière de climat. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.